Qui a tué Aban Talha est le titre d'un livre écrit par notre invité Nasrallah Yous. Le 22 septembre 1997, au début de la nuit, quelques 200 hommes armés investissent un quartier de Ban Talha, une banlieue éloignée d'Alger. Méthodiquement, ils massacrent plus de 400 personnes, hommes, femmes et enfants. Les cris des victimes et les déflagrations de bombes s'entendent à des kilomètres. Certains s'interrogent sur la réelle identité des auteurs du massacre. Les uns pointent du doigt le GIA ou l'AIS, d'autres soupçonnent des généraux éradicateurs de l'armée algérienne, refusant toute négociation des autorités algériennes avec les terroristes d'être les instigateurs du massacre dans une logique de guerre. Des témoignages recueillis par le documentaire Ban Talha, autopsie d'un massacre, renforcent les doutes et parlent de blindés positionnés aux alentours sans intervenir, d'un hélicoptère ayant survolé le lieu du massacre une partie de la nuit. Une hypothèse est que les unités de l'armée n'ont pu intervenir car toutes les routes autour du village étaient minées, ce qui, dans le même documentaire, a été nié par des témoins du massacre. Qui a tué Aban Talha est le témoignage poignant d'un homme, Nasrallah Yous, qui a vécu cette nuit cauchemardesque. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nasrallah Yous, qu'on a le plaisir de surnommer Ness. C'est plus simple. Donc Ness, il est l'auteur du livre qui a fait le buzz d'ailleurs. Il le fait toujours, d'après ce que j'ai vu. C'est Qui a tué Aban Talha. Je sais que beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas peut-être la tragédie des années 90 en Algérie. Et c'est l'occasion justement d'en parler aujourd'hui avec Nasrallah Yous. Il va nous parler un peu de son livre et puis de cette période tragique qu'a connue l'Algérie et puis de son exil forcé en France. Donc vous êtes l'auteur de Qui a tué Aban Talha. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu comme ça pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept justement? Merci Lila, merci beaucoup. Oui, c'est l'occasion de parler un peu du passé, mais qui est toujours présent parce qu'il y a autant de déchirures, autant de plaies qui ne se sont pas refermées. Donc pour résumer un petit peu la situation algérienne, parce que c'est assez complexe de parler de plusieurs années de dictature et en plus après de guerre civile. Avant la guerre civile, c'était quand même un semblant. On a eu droit à 2-3 années de démocratie où on a arraché carrément l'ouverture médiatique. 89, on a arraché quelques libertés, notamment la presse, notamment sur plein de choses, la nécessité de ne plus torturer en Algérie, la nécessité d'avoir une justice fiable. Voilà, c'est tombé à l'eau après l'interruption du processus électoral de janvier 92, du 11 janvier 92, oui. Et c'est allé crescendo, donc la guerre civile s'est annoncée petit à petit avec des tueries de part et d'autre, entre islamistes et agents de l'État, militaires, policiers. Je me rappelle, bien sûr, tout corps confondu. Je me rappelle à l'époque que certains islamistes tuaient des policiers et des militaires pour récupérer leurs armes. Donc c'est allé petit à petit jusqu'à la période des grands massacres. Donc moi-même, je ne comprenais pas, moi qui habitais une petite bourgade en banlieue algéroise, c'est Ban Talha, c'est la commune de Baraki, c'est à 22 km d'Alger. C'est pas très loin, mais c'est loin aussi parce que nous ne sommes pas comme en France où il y a toutes les infrastructures. Donc c'est assez loin, c'est mal desservi, isolé, voilà, c'est très désiré. On appelait ça à l'époque le triangle de la mort parce que c'était toute la région était touchée était à un certain moment occupée par des islamistes. Enfin, les islamistes appelaient ça les terres libérées. Mais moi, ce que je retiens, c'est que dès 91, dès 92, juste après l'arrêt du processus électoral, les militaires et les policiers ont décidé de qui était islamiste et pas, ont contenu des populations entières, parce qu'effectivement il y avait des foyers de djihadistes,
Mais c'est pas pour autant que tout le monde qui habitait là-bas était islamiste. Il y avait de tout. Un Il y avait des voisin militaires. l'était, il un y avait- ami il y- l'était, Mais bien voilà, sûr, quoi. il y avait des policiers qui habitaient là-bas. Il y avait des militaires qui commençaient à fuir au fur et à mesure. Mais l'État, les responsables, les agents de l'État, je veux dire, ont décidé que tout le monde était islamiste. Parce que, voilà, c'était 65% avaient voté pour le fils. Et on oublie qu'il y a des votes sanctions, comme ici en France, les gens qui votent, c'est des votes sanctions. Mais il faut Ah. savoir que le FIS, justement, c'était un parti qui a été accrédité par l'État. Oui, non seulement il a été accrédité, mais il a été aussi infiltré. Après l'interruption du processus électoral, tous les leaders du parti islamique ont été mis en prison. Ça veut dire que même ça, c'est une responsabilité. Donc on avait un nombre de personnes et de militants qui étaient sans encadrement, et donc ça a donné une anarchie totale. J'ai failli être tué, je ne sais pas moi, une centaine de fois pendant ces 10 ans de guerre civile. Parce que vous habitiez justement... Je travaillais dans ce triangle de la mort. Voilà. Je travaillais, j'avais des chantiers dans le bâtiment. Je travaillais pour une entreprise de bâti-métal. Donc j'avais des chantiers jusqu'à un peu plus loin qu'Azfoun et Béjaïa. On faisait la région qui était très risquée, cette région était risquée. Et on était obligé de travailler, on était obligé de se déplacer. Avec ma voiture, je me déplaçais. De survivre. À un moment où il y avait des égorgements, les islamistes égorgeaient les gens, les militaires de leur côté se vengeaient sur la population, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment le chaos. Il y avait aussi, pendant cette guerre civile, on le sait tous, l'argent, donc il y a eu des gens qui se déguisaient. Oui, des règlements de compte. C'était le moment où jamais, quoi. Un mélange total. Où des policiers même se déguisaient, mettaient leur cagoule et allaient dévaliser des commerces, allaient dévaliser des... Bon, c'était le moment de s'enrichir pour pas mal de gens. Donc nous, on était pris en étau entre ces différents groupes. Et c'est très difficile pour un journaliste de faire son boulot en Algérie. Qui pourrait faire Ness, alors comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Ce que j'ai vécu en Algérie, c'est terrible ce que j'ai vécu. Comme je vous ai dit, j'ai connu des situations terribles pendant des années, jusqu'au jour où il y a eu ce grand massacre. Ce grand massacre, il m'a anéanti. Pour moi, plus question de se taire. J'avais des enfants, heureusement, mais pour moi, je suis devenu suicidaire. Je veux dire, en ayant vu toutes ces tragédies, ça m'était insupportable. Il fallait absolument parler. Et donc, j'ai commencé en Algérie à contacter des journalistes. Avant, en Algérie, donc j'allais même quand j'étais blessé parce que j'ai vécu le massacre. J'ai vécu le massacre, ça a duré toute une nuit, où on a été encerclé par une horde de sauvages. Toute la nuit, ça a duré, alors que notre quartier était encerclé par des casernes militaires et aussi des policiers qui étaient venus de partout, de Hussein-Dey, de l'Harrach. Mais durant la nuit du massacre, c'est ça. L'armée ou la police ou les gendarmes n'ont pas intervenu. Du tout, au contraire, moi je disais que les policiers sont venus de très loin. Des gens sont venus de très loin, parce qu'on entendait les bombes et on entendait les cris. Ma mère habitait à Barraqi, à 3 km. Donc elle entendait les bombes et les cris des gens. Et donc beaucoup de gens sont venus nous secourir. Mais l'armée qui était présente là, moi c'est ça qui m'a commencé à me D'accord, ne les laissez pas passer pour nous secourir, pour nous porter main forte. Donc l'armée, je dis, mais parce qu'on a souvent dit, même dans les rapports officiels au niveau de l'ONU et les rapports officiels transmis par l'État algérien à l'ONU, on a souvent dit que l'armée algérienne n'était pas une armée de métier et qu'elle ne pouvait pas prendre le risque parce que voilà, elle ne connaissait pas le terrain, de nuit. Il faut attendre l'ordre, je pense aussi, parce que j'ai déjà entendu ça. Mais tout ça, c'est faux. L'ordre ne venait pas. L'armée était sortie et a encerclé notre quartier, Haï Boudoumi et Haï Djilali, et a empêché le secours d'arriver. Donc pendant toute la nuit, pendant des heures et des heures, les gens se faisaient massacrer au regard de l'armée et de la police. Première question que je me suis posée, c'est pourquoi l'armée n'est pas intervenue. Elle était là pour empêcher. Pour protéger, normalement. Et donc, ça a commencé à me poser des questions. J'ai commencé à enquêter, malgré mes blessures, j'ai commencé à enquêter pendant 5 mois. Et je suis arrivé à la conclusion, c'est après que l'armée était derrière. Pas l'armée, une structure de l'armée qui était les services secrets, qui avait infiltré les groupes islamiques, pour se venger d'une population qui avait justement pris le parti de voter fils.
Alors que, je le dis, moi je n'ai rien au contraire, moi c'était mes ennemis politiques, c'était mes ennemis, d'ailleurs même à Bentalha, je le vivais très mal. Je disais, mais pourquoi tu es resté là-bas? Mais parce que j'avais pas d'argent pour chercher une autre maison. J'avais tout mon argent pour construire ma maison. Mais ça ne vous a pas poussé à soutenir les islamistes? Jamais de la vie, moi j'ai toujours été des ennemis. J'ai pris des risques énormes. J'ai été condamné en 1991. J'étais sur les listes des islamistes, condamnés à mort. Les islamistes vous ont mis sur une liste? Oui, il y avait des listes qui circulaient comme ça. Ça, c'était début 92. Dans mon quartier, on me traitait de diable rouge. Diable rouge parce qu'on considérait que j'étais un communiste. Parce que qui dit communiste dit athée, donc ennemi des islamistes. Mais de notre côté, j'étais aussi respecté par une grande frange du quartier de Barraqi, là où j'habitais, parce que c'était des anciens voisins. Oui, vous connaissiez. On se connaissait, ils savaient bien que j'étais juste. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre? J'ai commencé par témoigner en Algérie. Et après, j'ai été intimidé là-bas parce que c'était très difficile par les militaires, les gendarmes et les militaires qui m'ont menacé à plusieurs reprises. Et j'ai décidé de partir en France. Donc j'ai commencé par faire un témoignage, un reportage qui est passé sur France 2, Canal+, dans les chaînes suisses, sur Bentalha. Mais Antenne 2, donc la chaîne française, voulait le diffuser. À sa manière. À sa manière. Ça veut dire parler de la non-intervention des militaires. On se posait la question pourquoi les militaires ne sont pas intervenus, mais jamais de leur implication directe. C'est vrai que ça m'a mis en colère. Donc j'ai dit à Jean-Baptiste Rivoire, le journaliste avec qui j'avais travaillé, ok d'accord, c'est bon, mais j'ai décidé d'écrire ce livre. Donc France 2 a omis de préciser la non-assistance de l'armée lorsque le massacre a eu lieu. En fait. Oui, alors que vous avez insisté sur ce détail. Moi, bien sûr, parce que moi... C'était le but de votre enquête, en fait. Le but de l'enquête, c'était comprendre... De démontrer quelque chose. Bien sûr. Et France 2 ne l'a pas diffusé, ce détail. Parce que ça faisait le jeu des islamistes. Pour beaucoup de gens, dénoncer l'armée, c'était faire le jeu des islamistes. Et moi, bien sûr que l'islamisme radical est un danger, a toujours été un danger, et il faut le condamner. Mais je pense que le vrai problème algérien vient du fait que l'institution militaire a pris en otage l'État algérien, a pris en otage le peuple algérien, et cette façon de régler les conflits par la force et la menace a conduit à une émergence d'une radicalité qu'on ne pouvait plus gérer. Et le premier responsable réel pour moi, c'est l'institution militaire qui a bousillé l'Algérie. Mettre le doigt sur le vrai problème. Certains me disent que je me suis sacrifié. Il y a un peu de ça. Je pense que l'Algérie a besoin de sacrifices, comme des gens se sont sacrifiés pour recouvrer leur indépendance. Parce que ça ne peut pas durer, je veux dire, de fuir la responsabilité, de fuir la réalité. Donc après le reportage de France 2, vous avez décidé d'écrire. D'ailleurs, c'est votre première expérience. C'est pas comme ça que c'est venu. Hein. Je me suis posé plein de questions, et un jour, il y a eu un déclic. J'avais du mal à le croire. Avec toutes les preuves que j'avais relevées, que j'avais découvertes. C'est une enquête que vous avez... J'avais fait une enquête, d'accord. Oui. J'avais fait une enquête pendant 5 mois là-bas. J'ai interrogé des militaires qui m'ont menacé. Il y en a un qui m'a même frappé avec un crosse à la poitrine, avec la crosse de son fusil à la poitrine. Parce que vous avez posé la question qu'il ne fallait pas. Bien sûr. C'était tabou. Je veux dire, même les militaires eux-mêmes avaient peur. C'est vrai que personne n'osait parler. C'était une époque où les gens parlaient, mais à visage couvert. Ça enlevait de la crédibilité aux gens. Donc il y a des gens qui ont témoigné avant moi, mais ça leur enlevait de la crédibilité quand ils se cachaient. On disait oui, c'est des islamistes. Je n'avais aucune peur. Et je n'étais retenu par, je vous le dis sincèrement. Et vous n'aviez aucun intérêt de toute façon. Non seulement je n'avais aucun intérêt. Vous ne servez pas le fils et vous ne servez pas le régime. Non seulement je n'avais aucun intérêt, mais je n'avais pas peur d'être poursuivi parce que je n'étais pas un corrompu. La plupart des gens en Algérie ont peur parce que, vous savez, l'histoire des dossiers, on fait des dossiers sur vous. On vous attrape toujours parce que... on enquête sur vous, on voit si vous êtes quand même quelqu'un de corrompu, pas corrompu, on vous fait du chantage. Moi, j'avais rien à me reprocher, donc je me suis dit, allez, fonce. Et je pense que c'était la meilleure façon de faire, d'apporter quelque chose pour mon pays. C'est vrai que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Il est en version francophone et arabophone. Oui.
Donc il est en version uniquement sur Internet en arabophone, parce qu'il y a eu des pressions sur certains pays qui ont refusé de le publier. Il y a eu énormément de pression. C'est la version arabophone qui dérangeait le plus. Oui, elle dérangeait énormément. Je crois qu'ils s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que le livre sorte en France. Je me rappelle de la réaction de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, en France. Là. Sa réponse a donné l'occasion à une offensive d'intellectuels français. C'est ça qui a fait le buzz. De personnalités françaises et pas que françaises ont demandé à ce qu'il y ait des enquêtes en Algérie. Et ça a fait flipper réellement le pouvoir algérien. Non, sans oublier que le FFS demandait une commission internationale, une commission d'enquête internationale. Parce qu'on savait très très bien au niveau du FFS que jamais on pourrait avoir une commission d'enquête nationale. Donc c'est aussi ça, ces choix-là qui sont faits politiquement pour mettre la pression sur le régime algérien, pour au moins essayer de changer quelque chose. On continue à se battre pour la vérité et la justice. J'ai des amis, des voisins, beaucoup d'amis, beaucoup de voisins de la famille sont morts, beaucoup de gens qui sont morts. Dans ce massacre-là, il y a eu quand même 417 morts. Les autorités, ils avaient annoncé 85 morts. J'en ai profité parce que, tu sais, à l'époque, on n'avait plus rien. Après le massacre, on avait tout perdu. Et donc, les autorités avaient fait une demande d'aide, d'aide alimentaire aux ONG internationales. Et donc, de la nourriture nous était distribuée. Et moi, j'ai profité de cette occasion pour savoir qui étaient toutes les victimes. D'accord. En distribuant les denrées, je discutais avec les gens, j'étais connu quand même aussi. Hein. J'ai fait mon propre répertoire dans chaque famille. Parce que dans les cimetières, ils ont été, les gens qui ont été tués pendant ce massacre-là, le lendemain ont été enterrés dans la hâte. 2 ou 3 cimetières. Il y avait le cimetière de Sidi Ezzine, il y avait le cimetière des Eucalyptus. Ces gens-là ont été enterrés dans la hâte. Et il y a même genre de fosse commune, hein, avec des pelleteuses qui creusaient et on enterrait les gens comme ça. Il fallait cacher les morts. Et moi, ça m'a beaucoup heurté. Non seulement on a été massacrés, mais les autorités avaient honte et voulaient absolument cacher le nombre de morts. Donc ça m'a vraiment frappé. Je sais qu'il y a des gens qui ont été enterrés, je dirais pas plusieurs, mais à 2-3 dans la même tombe. D'accord. Pour faire croire qu'il y a que... Moins de victimes. Moins de victimes. Est-ce qu'un jour on aura l'occasion de vérifier ces dires, de voir qui est enterré là pendant le massacre, et je ne sais toujours pas pourquoi. Vous savez, quand on vit des choses comme ça, on se pose énormément de questions et on n'a jamais de réponse pendant des années. Je ne sais pas pourquoi, pendant le massacre, les assaillants me recherchaient. Ils citaient mon nom, ils l'ont dit à plusieurs de mes voisins. Plusieurs de mes voisins ont entendu ça. À l'époque, on m'appelait Nesro. Nesro, avec des obscénités. On va t'éliminer, toi et ta famille. Non seulement j'ai été menacé par les autorités algériennes, mais aussi par les assaillants. Je savais même pas pourquoi. Donc c'est là où j'ai décidé de partir. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de protéger mes enfants. Je savais que je partais, que j'allais plus revenir. Donc j'ai demandé l'asile. Quand j'étais en Algérie, je suis allé à l'ambassade de France. J'ai demandé l'asile. Ils m'ont donné un visa en disant, voilà, moi je l'appelle ça le visa pour la vie. Je le dis avec modération, avec simplicité. Je suis sûr que si j'étais resté en Algérie, j'aurais succombé à la violence. J'aurais pas pu supporter de vivre en Algérie. J'avais tellement la haine. En plus, les militaires m'avaient donné une arme. C'est comme ça qu'ils font. Ce que j'écris dans mon livre, c'est que une fois qu'on t'a massacré, on te donne des armes pour te protéger. On te retourne. Ils l'ont dit, va chasser le hallouf. Pour les militaires, le hallouf, c'était les islamistes. J'avais l'autorisation de tuer. Et j'avais la haine. Et ça m'a encore plus... La haine envers qui en fait? Envers tout le monde. J'avais la haine envers tout le monde. J'avais reçu un choc psychologique tellement important. C'est là où j'ai compris qu'il suffisait d'un rien pour basculer. Pendant les 5 mois où je suis resté en Algérie, après le massacre, 6 mois, je dormais plus. J'étais devenu comme un cadavre, très maigre. Je passais mon temps avec mon arme à surveiller mes enfants. Donc vous êtes quand même resté à Bent Talha après ce massacre? Ah oui, je suis resté à Bent Talha et à Bent Talha. C'était dans la nuit du 22 septembre. 22 septembre. Ah oui, je suis resté avec... 97. 97.
j'avais pas la conscience tranquille. J'avais entraîné avec moi beaucoup de gens, beaucoup de mes voisins, pour créer un groupe d'autodéfense, pour se défendre. Ce groupe-là est resté à Bentalhaj, je devais rester avec eux. Toute la nuit, on restait éveillés toute la nuit, on dormait peu. Parce que les attaques des assaillants étaient quasiment journalières. Il fallait non seulement ça, mais aussi il fallait protéger nos maisons, parce qu'il y avait des miliciens qui venaient piller les maisons. Et moi j'ai juré de les liquider, j'arrivais pas. Pour moi c'est des charognards. Venir piller des maisons juste après un massacre. Ouais. Ils venaient des villages voisins pour piller avec des voitures et des trucs. Et alors que les corps n'étaient pas encore enterrés, on m'a reproché, oui, mais tu as pris les armes. Oui, mais comment faire quand tes enfants sont menacés? Comment faire? L'État ne te protège pas, tu es la cible de tout le monde. Et c'est vrai que j'y ai beaucoup réfléchi avant de décider de prendre des armes, parce que prendre les armes, c'est aussi arrêter de travailler. Oui. Parce qu'on n'a plus de vie quand on prend les armes. Moi, j'ai pris les armes uniquement pour protéger mes enfants et mon entourage. Et tout ça, vous l'avez mentionné dans le livre? Oui, bien sûr. Pas tout dire dans un livre, là je vous parle à chaud. Dans un livre, on fait un choix. Qu'est-ce qui est important réellement? Parce que c'est un livre, c'est 200-300 pages. J'ai cité, bien sûr, avec l'accord des victimes, j'ai cité tous les noms, parce qu'il fallait des preuves. J'ai cité tous les foyers qui ont été touchés. J'ai fait des plans, parce que j'étais aussi dans l'urbanisme. J'ai fait des plans de la région pour démontrer que les assaillants étaient venus et repartis sans être inquiétés. C'est pas possible. Il y avait. Ça a duré combien de minutes? Ça a commencé à 11h du soir, un peu plus. 23h? Jusqu'à 5h, 6h du matin. Carrément. Moi, quand ils m'ont descendu de la terrasse, j'étais épuisé. Donc vous vous êtes caché en fait? On est allé de maison en maison, à chaque fois parce qu'ils avaient des bombes. Quand ils ont encerclé le quartier par parcelle, parce qu'ils étaient à peu près 200, et ils avançaient par tranches. Ils mettaient des bombes quand il y avait de la résistance. Bon, ils égorgeaient bien sûr tous ceux qui fuyaient. Ils avaient bloqué certaines routes. Et moi, je les voyais carrément, des gens se faire égorger devant moi. C'est insupportable. J'en parle maintenant, c'est vraiment... On avait blindé un peu nos portes. Oui. On avait quadrillé aussi nos fenêtres. Ils mettaient des bombes et ils entraient chez les gens. Et nous, on fuyait de terrasse en terrasse, dans les jardins, on descendait. Il fallait prendre les enfants, les femmes avec nous. C'était très très dur toute la nuit. J'ai fini par atterrir chez les Haïtar, donc une maison qui est à peu près à une centaine de mètres de chez moi. Aux environs de 4h du matin, ils se sont rapprochés de cette maison-là. Ils sont rentrés. Moi j'étais déjà blessé. Les gens commençaient à se battre contre eux. Et à ce moment, je suis descendu par la terrasse en m'agrippant aux briques. J'ai atterri dans un jardin. Et là je me suis caché, oui. J'ai rencontré un voisin qui s'appelait Messaoud dans ce jardin-là. Faites gaffe, ils montent la garde, ils étaient à peu près à 10 mètres de nous. Eux bien armés, nous on n'avait rien du tout. Qu'est-ce qui vous a sauvé alors? C'est l'instinct de survie, j'aime trop la vie pour... c'est l'instinct de survie. Je me demande encore comment... Vous savez, la maison par laquelle je suis descendu du 2e étage, je me suis accroché aux briques, elle n'était pas crépie. Il n'y avait pas de crépi. Je me suis accroché aux briques alors que j'avais la jambe cassée, et je suis descendu comme ça jusqu'en bas. C'est l'instinct de survie. Mais tout ça, je ne l'oublierai pas. Je veux dire que si on doit raconter tout, il faut plusieurs livres. Ouais. Si on doit raconter, et j'espère, moi, voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que naïvement ou pas naïvement, quand j'ai décidé d'écrire le livre, c'était pour montrer aux gens qu'ils pouvaient faire la même chose. Malheureusement, ça n'a pas suivi parce que là-bas, il y avait, juste après mon livre, la sortie de mon livre, les services de renseignement algériens sont allés dans mon village et ont menacé tout le monde. Il y avait des témoignages sur Antenne 2, il y avait beaucoup de voisins qui ont témoigné. Oui. Oued, comment il s'appelle, Rizqi, tous ces gens-là se sont tenus à carreau parce qu'ils ont eu peur. Ils ont des enfants, ils ont des... et ils savent de quoi sont capables l'armée et les services de sécurité. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Donc je ne regrette rien. J'espère que mon travail n'a pas été vain.
Alors la dernière question, Ça Ness. m'a guéri. 24 ans après ce massacre de Ben Talha, est-ce que il y a des détails que vous avez mentionnés dans le livre que vous regrettez aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des détails que vous avez par oubli ou parce que vous pensez que c'était pas important, que vous aurez dû rajouter en fait? Je me suis posé la question il y a quelques années. Regretter, non. Ce qui a été fait a été fait. Je n'ai aucun regret. Il fallait le faire, je l'ai fait. Ça m'a demandé des mois de travaux. Parce qu'écrire un livre, c'est pas simple. Le choix, regretter, non, jamais. Simplement Alimenter plus le livre. Si. J'avais 3 projets de livres. Un projet sur la disparition, un projet sur revoir le livre en rajoutant, parce que 24 ans après, j'en ai appris aussi beaucoup de choses. J'ai épluché les rapports qui ont été communiqués par l'État algérien à l'ONU. Il y a énormément de mensonges, donc rajouter des choses, bien sûr, parce que c'est un témoignage que j'ai fait. Le prochain livre, c'est peut-être d'être pédagogique pour expliquer aux gens qu'est-ce qui est réellement passé et où étaient les enjeux. Donc oui, j'ai 3 projets de livres. Un livre sur les prisons en France. Je suis intervenu en tant qu'auto-entrepreneur et artiste auprès des détenus et même des radicaux. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux pendant 10 ans. Et j'ai pas mal de choses à dire sur les prisons en France. Un livre sur la disparition, mais pas très très gros, la disparition forcée en Algérie. Il y a aussi pas mal de choses à dire. Et un remake de Qui a tué Ben Talha. D'accord, merci, Voilà. Merci à toi, Ness. Lila.